Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des hauts et des bas. Collection dirigée par Pascal Lardelier. Cette collection accueille des essais consacrés à des sujets de société et à des thèmes d'actualité faisant débat. Les ouvrages publiés par la collection sont écrits d'une plume engagée, mais toujours argumentée. Il s'agit de pourvoir la communauté académique et la société civile en éléments de réflexion exigeants sur des sujets faisant débat, et parfois polémiques, pour poser un regard critique et rigoureux sur un monde en métamorphose. Les institutions, les médias, les TIC, la culture et les grands systèmes idéologiques sont passés au crible des titres de Des hauts et des bas. Déjà paru. Alexandre Herry, lecture critique en communication 2. Politique, médiation, culture 2022. Bertrand Fauré, Petit traité de l'amour à l'usage des connards, 2021. Jean-Paul Lafrance, Malaise dans la civilisation numérique, 2021. Pascal Lardelier, Thibaut Hulin-Dire, Les nouvelles médiations pédagogiques, 2020. Yvan Règle, L'identité, cette ombre qui nous éclaire, 2020. Kathleen Tamizier, La famille en révolution. Sexe, amour et déception, 2020. Laurence Lagarde-Piron, Corps à corps infirmier, 2018. Alexander Frame, Gilles Brachot et Ali, L'université à l'heure des réseaux sociaux. Logique, relations, communauté 2017. Alexandre Herriès, Lecture critique en communication 2015. Remerciements. Je suis reconnaissante à ma famille qui m'a toujours soutenue dans mes projets, ma mère et mes beaux-parents, à mon fils Patrick et à mon mari Radou, qui ont subi mon absence lorsque je devais me consacrer à l'écriture. Je remercie Pascal Lardelier qui m'a guidée dès le début dans la construction de ce volume, à Madame la professeure Carmen Andrei qui m'a donné le courage et des conseils bienvenus, et à Alexandre Herry qui a fait que ce livre voie la lumière suite à une correction très attentive. Je vous suis reconnaissante à tous. Préface Alexandre Herriès. Depuis une vingtaine d'années, les technologies numériques de l'information et de la communication ont envahi nos vies, nos pratiques professionnelles, nos relations amicales et amoureuses au moins autant que nos loisirs et nos activités sportives et culturelles. Une numérisation du monde à marche forcée s'est imposée, que le spécialiste des humanités numériques Milad Doueyi a analysé dans un petit ouvrage intitulé Qu'est-ce que le numérique ? Paru en 2013 aux Presses universitaires de France. Un écosystème dynamique animé par une normativité algorithmique et habité par des identités polyphoniques, capables de produire des comportements contestataires. Dans un ouvrage précédent intitulé Pour un humanisme numérique paru au Seuil en 2011, le théoricien du numérique revient sur la façon dont le numérique est en train de modifier nos manières de voir en introduisant de nouvelles perspectives fondées sur les propriétés des outils et des plateformes et sur les pratiques de la sociabilité numérique. Dans la grande conversion numérique parue au Seuil en 2008, il définit fort à propos le numérique comme un ensemble complexe comprenant des techniques de la médiation et de la communication qui, chacune à sa manière, modifient les rapports entre les individus et la collectivité et mettent en place une nouvelle dimension éthique capable d'influencer et de façonner les actions et les comportements. C'est précisément sur le plan de la communication humaine que le numérique a induit la plus grande métamorphose et a produit le plus de bouleversements dans les usages et les manières de faire, dans les arts de faire comme le disait en son temps Michel de Certeau dans L'invention du quotidien. C'est ce qu'a également considéré le chercheur en sciences de l'information et de la communication Michel Marcoccia, maître de conférences à l'Université technologique de Troyes, dans son ouvrage Analyser la communication numérique écrite paru chez Armand Collin en 2016. La communication numérique renvoie à toute forme d'échange communicatif dont les messages sont véhiculés par des réseaux télématiques, c'est-à-dire basés sur la combinaison de l'informatique et des télécommunications, du Minitel à la téléphonie mobile, en passant par l'Internet. La communication numérique est donc le terme générique englobant divers types de situations de communication interpersonnelle, privée ou publique, par courrier électronique, messagerie instantanée, forum, chat, plateformes de réseaux sociaux, etc. L'ouvrage de Delia Oprea, lectrice de langue française, Langues modernes appliquées,
Introduction dans la théorie de la communication et communication professionnelle à la faculté transfrontalière de l'Université d'Unarea de Jos de Galați en Roumanie, s'intéresse tout particulièrement aux effets de la numérisation sur la communication interpersonnelle aussi bien dans le domaine de l'intime que dans celui de la vie professionnelle. Alternant apports théoriques et études de cas, cet ouvrage donne à voir les conséquences socio-anthropologiques, symboliques et identitaires de l'intrusion du numérique dans notre univers de référence. Interrogeant tour à tour l'identité numérique, la performativité des hashtags dans les réseaux sociaux, la question de la viralité dans le discours publicitaire, les usages communicationnels des blogueuses et des influenceuses mode roumaines, et l'influence des community managers des associations humanitaires roumaines, Delia Oprea porte un regard francophone documenté, à la fois proche et éloigné sur la communication numérique, tant institutionnelle, professionnelle et marchande, et sur ses principaux errements et dysfonctionnements, notamment la course au buzz. Les réseaux tels que Twitter sont non seulement des adjuvants du buzz mais ils en constituent au sens propre les accélérateurs de particules, un feu de paille sur les braises duquel il faut sans cesse souffler pour entretenir autant que faire se peut l'intérêt du public. La communication numérique, comme le montre fort judicieusement l'ouvrage de Delia Oprea, évolue au rythme de la société. Elle en constitue à la fois un interprétant et un révélateur, un symptôme et une pharmacopée. Elle est riche de perspectives et fourmillante de dangers. Humaine, très humaine. Introduction. Le défi de la communication numérisée. Entre la communication classique et la communication postmoderne, du début du XXIe siècle, est intervenu un clivage dû à la numérisation en masse des processus de fabrication, de transmission et de réception de l'information de toutes sortes. En même temps nouvelle et ancienne, la communication occupe une place plus ou moins importante dans la société et dans nos vies. Impossible de déceler toutes ces implications, toutes ces applications. Les spécialistes, les chercheurs ES, ont toujours tenté de saisir les contours du phénomène dans différents espaces et lieux sociaux. Situés entre privé et public, entre intime et exposé, entre moi et toi, entre nous et vous, entre moi et vous, entre eux et nous, chaque fois, la communication peut prendre de si différents atours qu'il semble presque impossible de saisir le phénomène dans ses plus profondes nuances. On a tenté avec le présent ouvrage de voir la communication du point de vue de la technologie, qui a métamorphosé toutes nos interactions. En famille ou au boulot, chez nous ou à l'étranger, avec des proches ou avec des voisins, on utilise sans cesse la technologie qui a transformé la manière dont on entre en contact. Le numérique s'est interposé entre les sujets et les objets de la communication, tout en jouant le rôle d'un intermédiaire avec ses propres règles de jeu et avec ses propres contraintes. La médiation est devenue si claire que personne ne pourra y échapper. On ne peut plus se placer au cœur des actions sans utiliser la technologie, le numérique. On peut même dire qu'on ne communique plus qu'à l'aide des instruments numériques. Est-ce donc la communication soumise à la technologie ? C'est une des questions auxquelles on a voulu répondre, tout en cherchant des modèles de communication, personnelle, commerciale, du secteur non commercial, etc. La place du numérique dans le processus de médiation semble inéluctable, la communication étant en soi un processus de médiation. Qu'est-ce que la communication ? Un processus, un échange, une relation, donc une médiation. Comment est-ce que cette médiation a lieu à l'ère du numérique ? La réponse trouvée ou non nous guide vers des formules assez différentes, techniques, humaines et stylistiques, mais qui ont à la base les mêmes principes. Pas de communication en l'absence des communicateurs et des récepteurs, pas de communication en l'absence du contrat de communication et pas de communication en l'absence de la détermination de transmettre, de l'information, des idées, des opinions, des résultats, des sentiments, etc. La médiation numérique prend sa place entre l'information et la communication et nous aide à garder le cap dans nos différentes vies, privées, professionnelles, sociales. L'acculturation au numérique semble indispensable pour que nous puissions nous mettre à jour tant sur le plan social, politique, sur le plan de la recherche scientifique, que sur celui de la vie privée des stars et des proches, amis des réseaux sociaux. Les produits les plus vendus par les entreprises, les nouvelles, les breaking news et les opinions les plus intimes des amis en ligne ne dérogent pas à la règle. En partant de soi, la communication numérisée nous porte vers l'autre, les autres. Mais avant tout, cette identité de soi, devenue elle-même numérique, doit naître.
Dans le premier chapitre de notre volume, on a insisté donc sur cette métamorphose de soi, l'identité numérique, entre soi et l'autre. La naissance de l'identité numérique est un processus qui naît en même temps que l'appropriation des réseaux, du numérique, par chacun d'entre nous. Les nouvelles sociabilités interfacées par des plateformes du web entretiennent des relations entre le réel et le virtuel assez ambiguës, en créant ainsi un nouveau modèle d'identité. Il s'agit d'une identité qui se crée toujours en relation avec la personne réelle, mais qui agit dans d'autres conditions, avec des outils différents. Les applications comme la messagerie instantanée, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les blogs se rencontrent et se cumulent afin de définir une nouvelle identité de la personne, l'identité numérique. Est-ce possible que l'identité réelle et l'identité virtuelle soient différentes, même si on parle de la même personne ? Certes, pour que les actions des personnes virtuelles soient crédibles, il est absolument nécessaire qu'une certaine congruence ait lieu, mais le taux de similitude peut différer d'une personne à autre. Et cela n'empêche personne de se présenter sur le web d'une manière approximative. Comment est-ce qu'on peut être présent dans un monde de l'absence ? Dans un monde qui ne te garantit pas que les autres soient là ? Même si on n'est pas là, on est toujours là, du moment où on a décidé de se connecter, de se faire un profil, vrai ou faux, réel, partiel ou un mème. L'utilisateur prend naissance sur l'écran, se socialise, se décrit, fait des actions, interagit, crée des liens, s'extériorise, se manifeste des émotions, des adhésions ou fait des commentaires pour ou contre tel ou tel phénomène de société ou telle décision. Il existe donc, il est présent. Jeffrey Sconce, dans son ouvrage sur la notion de présence, du télégraphe à la télévision, montre que l'évolution des dispositifs de communication change la relation à l'autre et de ce fait, ce type de communication médiée par l'ordinateur, par des outils qui transgressent la distance, a un impact direct sur le concept de présence, Sconce 2000. La réalité médiée donne naissance par conséquent à une identité qui se forme par l'information, au sens étymologique du latin informare, donner forme, par l'habituation du corps à interagir avec le dispositif, dans un processus de modelage et remodelage, Georges, 2009. C'est ce que le sociologue Christian Licope appelle la présence connectée. Dans un article de synthèse paru dans le premier numéro de la Revue française des sciences de l'information et de la communication en 2012, j'ai pu montrer que dans un monde très connecté émergeait une forme de présence extérieure à la dichotomie présence-absence, la présence connectée, Licope 2004-2005. À l'idée de la coprésence comme étalon des rencontres sociales, et comme brique fondamentale de la constitution des attachements relationnels, la présence connectée oppose un lien construit à travers un tissu incessant de contacts accompli au moyen de multiples modalités de communication, où la rencontre en coprésence peut coexister sur le même pied avec la lettre, le coup de téléphone, le SMS, le courriel, etc. Ce qui donne ici consistance à la présence, ce n'est pas la coprésence des corps et la concentration hypothétique de l'attention, c'est la fréquence des contacts et la continuité temporelle qu'ils instaurent. Ces technologies jouent le rôle des plateformes de lancement pour des relations personnelles. Les technologies numériques sont devenues donc une médiation des relations personnelles. Toute une économie sentimentale ne se déploie maintenant pas dans le monde intime et sensible de l'espace privé, mais sous l'abri et la production de soi comme technique relationnelle, en ligne. On peut même parler, en empruntant les mots de Christian Licope, d'une présence connectée, une présence-absence mais qui est toutefois là, quand les messages seront lus et peut-être réceptionnés. Les dites solitudes interactives, de Dominique Volton sont elles-mêmes une réalité plus ou moins bien comprise par les utilisateurs des instruments digitaux, mais une réalité qui dépasse les frontières de notre imagination. L'évolution du numérique, sa révolution même a changé tous les processus connus, et a inventé d'autres inconnus auparavant. Connecté mais seul ? Voilà le paradoxe des promesses des sites de rencontres. Intermédiation ou désintermédiation ? Dans notre deuxième chapitre, nous avons essayé de nous approprier le numérique en discours. Car on a observé des mutations et des avatars dans de nombreux domaines de notre activité. En tant qu'avatar de nombreux environnements, éducatifs, administratifs, publicitaires, citoyens, politiques, organisationnels, la nature même de la médiation est posée sous le signe d'interrogation, Rouzet 2010,
étant envisagé soit comme un outil au service des stratégies de communication ou par contre, soit comme un instrument bien délimité du territoire de la communication. Vu comme objet, relation ou dispositif, Rouzet pense que la médiation est toujours plurielle, et que la référence à celle-ci efface progressivement les dimensions politiques et idéologiques qu'elle sous-tend. Rouzet 2010 page 3. Bernard Lamizet, professeur à l'Institut d'études politiques de Lyon, définit ainsi la médiation. La médiation représente l'impératif social majeur de la dialectique entre le singulier et le collectif, et de sa représentation dans des formes symboliques. La société ne peut exister que si chacun de ses membres a conscience d'une relation dialectique entre sa propre existence et l'existence de la communauté. C'est le sens de la médiation, qui constitue les formes culturelles d'appartenance et de sociabilité en leur donnant un langage et en leur donnant les formes et les usages par lesquels les acteurs de la sociabilité s'approprient les objets constitutifs de la culture qui fondent symboliquement les structures politiques et institutionnelles du contrat social. Après avoir distingué les types de relations dans lesquelles la médiation intervient quand on parle du numérique, on peut se poser la question suivante: est-ce la médiation une condition sine qua non à nos jours dans le milieu numérique ? Une des mutations du numérique au niveau du discours semble la fonction hypertextualité. Pour bien démontrer les nouvelles fonctions et utilisations de l'hypertextuel, on a mis au point une intervention sur les hashtags dans les réseaux sociaux, tout en essayant de relever le nouveau type d'écriture hypertextuelle. Dans cette perspective de l'analyse du discours numérique, le discours hypertextualisé peut être analysé comme déclencheur de nouvelles pratiques socio-discursives qui impliquent la participation des citoyens aux problèmes discutés. Une scénarisation interactive est mise en place autour d'un discours numérique, grâce à une stylisation visuelle également comme dans le film ou dans le théâtre, lecture performative, dans le sens où l'internaute va cliquer sur le lien et va prendre lui-même la décision de performer une toute autre lecture que celle proposée à une première étape par l'auteur, indexation collaborative, etc. Les dimensions comme l'intertextualité, le signe passeur ou l'hyperlien doivent être prises en considération quant au discours numérique comme discours hypertextualisé qui nous font à penser aux pensées devenues dictons. Je clique donc je lis. Dans la troisième partie de notre volume, on s'est proposé de déceler les formules de communication sur les réseaux sociaux. Le numérique commercial autour du discours de mode à visée marchande a surpris les nouvelles stratégies de communication à visée marchande sur un blog personnel de mode, par exemple, mais également le phénomène de la dépublicitarisation et la médiation marchande du blog personnel. Parmi les conclusions obtenues de ce type d'analyse, on a pu constater la force du réel comme stratégie de communication. Dans nos étapes de recherche sur les modalités d'usage de la communication en contexte numérique, on a découvert des situations de vie assez surprenantes quant aux solutions trouvées afin de résoudre ou dépasser des situations extrêmes. La responsabilité sociale sous le signe de la médiation numérique. Les campagnes sociales roumaines #Noi facem un spital, #On bâtit un hôpital et #Magican. Une approche communicationnelle de la responsabilité sociale semble le modèle le plus apprécié et avec beaucoup de succès parmi les Roumains. Des concepts comme société civile, philanthropie et responsabilité civique ont changé de trajectoire à des fins aussi nobles que le processus hors ligne. Des stratégies et des formes d'engagement des ONG transgressent les médias traditionnels et ont du succès sur les réseaux sociaux comme dans aucune autre période. Par des stratégies de storytelling, pas du tout nouvelles, mais différemment mises en contexte, diverses organisations ont trouvé leur chemin vers le grand public et vers des ressources qui paraissent inépuisables. On assiste donc à une utopie du numérique, ou un autre modèle de persuasion, un autre modèle de discours et enfin d'autres types de communication. On assiste en fait à la valorisation du lien social et au rétablissement des valeurs de la communication, auquel le numérique s'avère une nouvelle forme des intermédiations. Première partie: l'identité numérique, le soi et l'autre. I1 Naissance de l'identité numérique. Génétique, source, naissance, évolution, transformation, mort, enjeu, processus associé, tous ces concepts font partie d'une expérience humaine et non humaine en ligne. Une expérience créée par les autres et perpétuée par nous tous, compte tenu du nombre des utilisateurs des réseaux sociaux,
des emails, des plateformes de communication, des portables, des clés USB, des forums ou des cours en ligne. L'identité numérique se rattache à des notions assez différentes par sa polysémie, par ses pratiques d'usage et par ses formes de manifestation. Des enjeux individuels, même intimes, sociétaux, relationnels ou professionnels, politiques et psychologiques sont à la base d'une notion parapluie, qu'on a l'impression que tout le monde connaît, mais si on fait un effort de la définir, on se rend compte que c'est assez difficile. La vocation de cette partie introductive n'est pas de discuter de points techniques, juridiques, réglementaires, ni d'entrer dans le détail des normes, protocoles et projets de loi sur le sujet de l'identité numérique. La principale limite de ce chapitre tient à l'actualité du sujet. Nous avons choisi de nous tenir aux fondamentaux, aux caractéristiques invariantes qui se rapportent à la création, à la gestion et aux enjeux de nos identités numériques. Les nouvelles sociabilités interfacées par des plateformes du web entretiennent des relations entre le réel et le virtuel assez ambiguës, en créant ainsi un nouveau modèle d'identité. Une identité qui se crée toujours en relation avec la personne réelle, mais qui agit dans d'autres conditions, avec des outils différents. Les applications comme la messagerie instantanée, les sites de rencontres, les réseaux sociaux, les blogs se rencontrent et se cumulent afin de définir une nouvelle identité de la personne, l'identité numérique. Identité réelle et identité virtuelle peuvent-elles être différentes, même si on parle de la même personne ? Certes, pour que les actions des personnes virtuelles soient crédibles, il est absolument nécessaire qu'une certaine congruence ait lieu, mais le taux de similitude peut différer d'une personne à autre. Et cela n'empêche personne de se présenter sur le web d'une manière approximative. Le web, comme le monde réel, est un monde de représentation. Mais la base de celle-ci est tout à fait autre. Rencontres, discussions, apparitions réelles, rencontres, films, interviews, descriptions, discussions virtuelles. Et donc, pas vérifiable à un certain point. Un certain degré d'insécurité, d'incertitude place le produit virtuel sous le signe du mensonge, de l'hypocrisie, de la déformation de la réalité. Retour aux sources. Le mot identité vient du grec idem, dérivé du verbe être, et signifie le même. A égale à, je suis moi. Le principe d'identité déjà établi dans l'Antiquité, une relation d'égalité entre un moi et un agrégat composé de différents capitaux. ADN qui provient d'une filiation familiale, un héritage matériel et symbolique et une appartenance sociale, Bourdieu 1984. Tant au niveau génétique qu'au niveau social, l'identité consiste en un encodage, une sémiotisation, Pierre 2011/17. Mais ce nouveau moi, qui en apparence doit être égal au moi génétique initial, est médié par différents moyens dont le phénomène actuel du numérique. Dès qu'il y a eu migration d'individus, l'État a produit des titres d'identité appuyés par les technologies en cours, imprimerie, photographie, électronique et informatique, le tout convergeant aujourd'hui dans les supports biométriques, Crétier et Piazza 2006, Denis 2008. Le traitement de ces attributs permet deux choses, se connaître, égale moi génétique, initial, être reconnu, égale identité construite. En conséquence, l'identification est un processus cognitif de 1. Connaissance de soi et 2. Reconnaissance des autres. L'identité numérique est la collection de traces, écrits, contenus audio ou vidéo, messages sur des forums, identifiants de connexion, actes d'achat ou de consultation, que nous laissons derrière nous consciemment ou inconsciemment, au fil de nos navigations sur le réseau et de nos échanges marchands ou relationnels dans le cadre de sites dédiés, Earthshed 2009/15. Être présent dans un monde de l'absence. Les interfaces numériques représentent un nouveau milieu d'action et donc des identités qui se placent pas à pas, mot à mot, dans ce contexte. Et ce nouveau phénomène social de la représentation de soi dans le jeu de la communication a des impacts sur les pratiques de communication informatisée, sur les perceptions des autres, sur la formation d'un nouvel entourage social. Observer à distance est devenu la nouvelle forme d'interaction, d'approche du monde de proche ou de lointain. L'identité en ligne, soit la perception des autres, ainsi que la représentation de soi se fondent à travers des signes, dans une sémiotique numérique qui change des outils et des démarches à faire. L'étude concernant une grammaire de la représentation de soi, Georges, 2007/257-311, a utilisé à travers une dimension appliquée,
Les concepts de représentation de soi et d'identité numérique comme un ensemble de transpositions graphiques, sonores et visuelles de représentation en pensée qui ont pour fonction technique l'identification et la mise en relation d'un individu avec la communauté. La représentation de soi étant définie comme composée des signes observables à l'écran qui manifestent l'utilisateur, son agencement sémiotique est présenté à la suite. Il est composé d'un embrayeur qui désigne l'utilisateur associé à des éléments qui connotent sa personnalité. Le système de la représentation de soi n'est qu'une partie de l'identité numérique. Cette dernière se tisse entre l'ensemble des signes saisis par le sujet et l'ensemble des signes valorisés par le dispositif. Ces derniers sont une manifestation de l'emprise culturelle. Georges, 2009 sur 168. Après ces considérations, Fanny Georges 2009 décrit l'identité numérique comme étant divisée en 3 ensembles de signes, l'identité déclarative, l'identité agissante et l'identité calculée. L'identité déclarative se compose de données saisies par l'utilisateur, exemple, nom, date de naissance, photographie. L'identité agissante se constitue du relevé explicite des activités de l'utilisateur par le système, exemple, X et Y sont maintenant amis. L'identité calculée se manifeste par des variables quantifiées produites d'un calcul du système, exemple, nombre d'amis, nombre de groupes, Georges 2009 sur 169. On peut aisément confirmer les dires de Fanny Georges quand elle affirme que l'identité déclarative n'est plus un critère identitaire distinctif, mais c'est l'activité et la quantité de l'activité qui l'emportent. La présence est désormais plus importante, plus agissante dans la construction de l'identité numérique. Pour exister dans sa communauté, il ne suffit pas de se créer un compte par un identifiant et un mot de passe, mais il est absolument nécessaire de nourrir continuellement la structure identitaire pour un soi consistant et présent aux autres. L'identité déclarative, vue comme partie intégrante du modèle de la représentation de soi, se compose de données saisies directement par l'utilisateur, affirme Fanny Georges 2011 sur 40, notamment au cours de la procédure d'inscription au service en ligne, nom, prénom, âge, lieu de naissance. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.